Madame, monsieur, bonsoir. Eh bien, sixième numéro de Faut-il avoir peur? Faut-il avoir peur ce soir des transports interurbains et scolaires. Alors, il y a environ une quinzaine de jours, un peu plus, on avait annoncé à Cap Excellence la création d'un tramway, un tramway pour la grande agglomération. Il y a quelques années de cela, M. Jacques Gillot, en annonçant le plan de restructuration du transport interurbain, disait que l'avenir est en route. Pourtant, cette rentrée scolaire, quelques couacs, même si les transporteurs ne sont pas tous en colère, en tout cas, ils ont eu à manifester un certain agacement. Alors, que se passe-t-il dans ce secteur? Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi les parents d'élèves sont encore mécontents du transport scolaire? Mais pour répondre à toutes ces questions ce soir, nous avons consacré une émission spéciale à cette question et nous avons bien évidemment avec nous les présidents, les responsables, en tout cas les personnes qui sont en charge de ce dossier. Alors je vais vous les présenter. Il y a M. Willy Moula, bonsoir. Bonsoir. Il est président de l'Union syndicale des transporteurs routiers de la Guadeloupe. Avec lui, M. Charles-Henri Fléau, qui est président de la Chambre syndicale des transporteurs routiers de la Guadeloupe. Et bien évidemment, un représentant du Conseil général, M. Anselme, Jacques Anselme, qui est en charge de cette question. Et plus tard, nous recevrons sur ce même plateau des représentants des parents d'élèves, puisque M. Raymond Artis devra nous rejoindre et quelqu'un de la FAPEC devrait aussi participer à cette émission. Et bien évidemment, si vous souhaitez intervenir, vous le pourrez grâce au téléphone. À la fin de l'émission, nous aurons l'occasion de vous rappeler le numéro de téléphone. Alors, tout de suite, on va rentrer dans le vif du sujet, messieurs. D'abord, M. Moula, peut-être le plus jeune de ces personnalités sur le plateau. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi on dit que le transport interurbain ne bouge pas? Alors aujourd'hui, je pense que, je remercie déjà Canal 10 de nous permettre de s'exprimer devant les Guadeloupéens aujourd'hui, en la présence du Conseil général, un représentant. Tout à fait. Aujourd'hui, ça fait pas mal d'années que le transport interurbain a été réorganisé. Nous nous sommes battus corps et âme dans notre investigation pour pouvoir organiser, répondre aux attentes d'un cahier des charges qui a été mis en place par le Conseil général pour appliquer le transport en Guadeloupe. Et aujourd'hui, on se rend compte que malgré tous les efforts que nous avons faits, nous nous rendons compte que malgré ça, ça ne va pas parce qu'il y a des choses qu'il faut régler. Et des choses qu'il faut régler, on va y revenir. Monsieur Charles-Louis Fléau, j'imagine que vous avez la même appréciation sur cette réorganisation des transports. Enfin, j'ai la même appréciation, je suis un petit peu même plus amer que vous. Ah, vous êtes amer, vous? Plus amer parce que j'ai fait partie de la commission ad hoc qui a travaillé 2 ans sur ce projet. On se souvient, oui. Et que finalement, à la fin, pour valider ce projet, il y avait un débat contradictoire notamment sur comment financer ce transport. Et qu'il faut savoir qu'il y avait 2 organisations syndicales de la profession qui étaient présentes et que la plus puissante a souhaité que cette délégation soit faite à risque et péril. Oui. Et nous, notre organisation, qui était moins puissante et qui n'a pas été écoutée par le Conseil général, avait proposé qu'il y ait des garanties, comme prévoit la loi, parce que nous faisons un service public, donc on ne doit pas le faire à perte. Vous avez une délégation de service public. Et le président s'est entêté à écouter l'autre organisation, qui n'existe plus d'ailleurs, et qu'il a fait signer aux transporteurs des conventions à risque et péril. Et il s'avère que nous avons prévu ça parce qu'on savait très bien que passer à un système de transport qui se faisait, je ne dis pas d'une façon anarchique, effectivement, le chauffeur se payait d'abord et après payait l'entreprise. Oui. Il travaillait effectivement le plus souvent plus de 15 heures par jour. Oui. Et donc, en parallèle, l'argumentation a beaucoup évolué en Guadeloupe, donc il fallait respecter, comme prévoit le cahier des charges de l'organisation, le temps de travail. En parallèle, il faut respecter le nombre de bus, les créneaux. Donc, d'un seul coup, la population des chauffeurs a triplé. Donc, ce qui veut dire que les charges de ces entreprises ont augmenté. Oui. Et en plus, les véhicules ont été soumis parce qu'il y avait un moyen d'âge à présenter. Oui, donc, par contre, la clientèle n'a pas augmenté. Parce que la population de la Guadeloupe n'a pas augmenté. Oui. Et la population des gens qui prennent le bus est en train de diminuer parce que nous avons en face de nos transporteurs un concurrent qui s'appelle la consommation à tout va,
Parce que vous voulez faire un financement pour une maison, vous n'accordez pas pour un véhicule en allant chez vous C'est avant vrai que les d'arriver au... véhicules coûtent, Donc des finalement, millions d'euros. maintenant, les gens vont vers leur petit véhicule. Donc il faut savoir que les entreprises qui ont été délégataires ont crié à vous, il faut au conseil général qu'ils ne peuvent pas, depuis la première année, le conseil a mis la billettique pour pouvoir bien contrôler. Après, il a audité, il a engagé une organe pour faire une audit. L'audit a été clair, l'audit est sorti, il a dit que les entreprises ne peuvent pas tenir, il faut qu'ils soient soutenus. Et la réponse maintenant du conseil général, c'est que moi, personnellement, je ne mets plus d'argent dans le transport interurbain. On va y revenir tout à l'heure, puisqu'on a un représentant du conseil général là. Merci, M. Jacques Anselme, d'être venu. Quand ce dossier a été étudié, vous n'étiez pas encore en charge de cette question, mais quand même, vous avez eu le temps d'étudier la question. Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que le conseil général n'a plus d'argent pour aider les transporteurs, ou bien est-ce que c'est un secteur qu'on laisse tomber et, comme on dit, de manière à ce que des sociétés françaises viennent s'installer en Guadeloupe? Alors, avant de vous répondre, permettez-moi de saluer donc mes interlocuteurs, à savoir donc M. Moula, M. Fléau, que j'ai rencontré déjà bien souvent, M. Dandonis, donc l'animateur, et les auditeurs, donc du moins les téléspectateurs de Canal 10. La première chose, mais vous savez, le dossier du transport, c'est un dossier délicat, un dossier particulier, mais avant de venir aux réponses que vous attendez, je vais quand même simplement faire un rappel de la manière dont les choses se sont mises en place. Je vais faire un petit rappel historique parce qu'il faut quand même que tout un chacun soit informé de la manière dont les choses se sont déroulées et pourquoi on est arrivé à cette situation aujourd'hui, et on va chercher aussi quels sont les responsables et est-ce que le conseil général, d'après tout ce qu'on dit, ne fait rien pour le transport, ce qui n'est pas exact. Bien, donc on va essayer de répondre à toutes ces questions-là. La première chose, je vais rappeler simplement que après des grèves, des mobilisations qui se sont faites en 95 et 98, de fortes mobilisations qui ont bloqué la Guadeloupe. Donc le conseil général a fait intervenir une entreprise que s'appelle Sistra. Oui. Sistra, et donc c'est un cabinet spécialisé qui a travaillé donc sur la mise en place donc d'une étude sur l'organisation du transport en Guadeloupe. Alors pour cela, nous avons donc au préalable rencontré donc toutes les organisations syndicales, tous les transporteurs, et je dois même vous dire, M. Moula et certainement M. Fléau s'en rappelle, il y a eu donc 26 réunions publiques de juillet à décembre 2005 pour mettre en place ce plan de transport. Deuxièmement, ces réunions de travail ont été confirmées par le ministère de l'Outre-mer de l'époque, de 2005, des parlementaires, et nous avons même fait donc 2 réunions justement le 14 octobre et le 25 décembre 2005 à la résidence départementale, où il y a eu donc toutes les organisations syndicales, toutes les parties concernées, les parlementaires, les maires, tous ceux qui étaient concernés par ce dossier-là. Et nous avons donc convenu, d'ailleurs M. Fléau et Moula étaient là, on a donc convenu donc de 4 piliers. Pour valider le plan de transport, on a convenu de 4 piliers. Alors je les rappelle. Premièrement, l'adaptation du cadre législatif régissant le transport, avec notamment la mise en œuvre d'une période de 12 ans. Donc les transporteurs avaient pour amortir, parce que lorsqu'on fait un investissement, il faut donc un temps pour amortir cet investissement. Ils ont donc une période, les DSP seraient donnés pour 12 ans. Et dans le cadre aussi, dans le cadre bien sûr de la délégation de service public. Alors, il s'agissait pour nous donc, en donnant ces 12 ans, je dis bien, de rentabiliser, de faire en sorte que les entrepreneurs puissent rentabiliser leur entreprise. Ce qui n'est pas le cas, ce qui n'est toujours pas le cas. On va y arriver. Deuxième pilier, alors le conseil général, pour permettre justement dans ce cadre-là et pour justement aller dans ce sens-là, a fait quoi? Le conseil général a versé une aide volontaire au départ de 70 000 euros aux transporteurs pour qu'ils puissent attendre. Vous n'êtes pas d'accord, M. Fléau? Mais ce sont les gens qui parlent, c'est pas ça qu'on leur parle. Attendez, mais il faut qu'on y arrive. On y arrive. Parce que quand on dit que le conseil n'a rien fait, avec l'argent du contribuable, nous avons fait beaucoup. Alors, je suis en train d'expliquer. Permettez-moi donc de poursuivre. Donc, un second pilier qui est l'aide au départ volontaire. Et nous avons donc donné 70 000 euros à chaque transporteur. Donc, chaque fois qu'un transporteur quittait, on l'accompagnait de 70 000 euros. Donc, ça fait des millions justement versés. Pourquoi? Ça n'a pas été fait comme ça. Ça a été fait dans le but de faire en sorte qu'il reste
d'assainir la profession. D'assainir la profession et qu'il reste justement un certain nombre de transporteurs et que ça s'appelle encore la pratique justement de ce métier-là puisse devenir viable. Oui. Donc, on a permis le départ d'environ 150, si ma mémoire est bonne, et donc il en est resté à peu près 300. Voilà. Donc, pour permettre justement à ce que le transport fonctionne. Le troisième pilier, ça a été donc le regroupement des entreprises en groupements. Il y en a eu 11 groupements. Alors, pourquoi ça a été fait? Parce qu'on s'est rendu compte, et bon, chacun, on a la mémoire des fois un peu courte, mais on se rappelle quand même tous les débats et tous les confrontations même, et les affrontements même, quelquefois dangereux pour les personnes transportées, lorsqu'il s'agissait de transport individuel. Donc, les groupements étaient faits pour que les transporteurs qui sont à l'intérieur du groupement n'aient pas de concurrence. Ensuite, et enfin, quatrième et dernier pilier, la refonte du plan de transport, donc, et là maintenant c'est en direction des personnes dans les campagnes et autres, puisque j'ai lu un tract où on en parlait, il s'agissait donc de garantir les besoins des usagers, y compris le soir, les week-ends et jours fériés. Ce qui n'est pas le cas non plus. Attendez, mais on va y arriver. Non, mais visiblement, donc, voilà donc, et tous ces points-là ont été validés par... Sur le papier. Ont été validés, je veux dire, par tous ceux qui étaient là. D'accord. Bien. Maintenant, après, il s'agit de quoi? Nous avons assuré une formation, justement, nous avons fait assurer une formation aux transporteurs parce qu'il fallait qu'ils rentrent en groupement. Ils n'étaient pas rodés à cela, donc on a assuré une formation. On les a accompagnés sur le plan de la billettique. On les a accompagnés, on a installé cela. On leur a donné donc des moyens, des fonds de roulement aussi. On a donc accompagné très largement cette entreprise pour qu'elle puisse fonctionner. Après maintenant, et pourquoi en plus donc ces groupements? Parce qu'il est plus facile en termes d'économie d'échelle d'assurer plusieurs véhicules, d'acheter des quantités de pneus plus importants. Bref, je ne vais pas m'étendre dessus, mais c'était des conditions pour qu'on aille vers une rentabilité justement de ces groupements. Voilà donc ce qui a été mis en place. Naturellement, on l'a dit, c'était à risque et péril. Mais il faut aussi reconnaître quelque chose de très clair. Maintenant, on dit sans arrêt, le Conseil général, bon, naturellement, vous savez, quand un dossier est épineux, il faut chercher donc un bouc émissaire, et donc les élus le deviennent, et par conséquence, le Conseil général. Mais il faut aussi que chacun prenne ses responsabilités, analyse raisonnablement et valablement la situation, et se rende compte qu'en réalité, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'on avait donc des transporteurs qui... Quand on a mis en place ce plan de transport, qu'est-ce qui s'est passé, la billettique et autres? On continuait, ça il faut le dire, c'est la vérité, je crois que les usagers le savent. Qu'est-ce que l'on faisait? Comme il y avait une billettique qui contrôlait justement le nombre de personnes déplacées, qu'est-ce que l'on faisait? On ne donnait pas de tickets, et ce qui faisait donc les passagers transportés pour beaucoup n'étaient pas rentrés dans le système de la billettique, et ce n'était pas pointé. D'accord, on va vous arrêter là. Alors, sur ces questions, je veux dire, sur la mise en place au départ, théorique, bon, là tout le monde est d'accord, mais le résultat, c'est qu'apparemment, ça fonctionne mal. Alors, monsieur Anselme vient de porter une accusation, on veut le dire, assez claire, disant que vous trichez, quoi. En fait, c'est ce qu'il est en train de dire, quoi, vous trichez. Oui, mais alors moi, ce que je vais répondre à monsieur Anselme sur ça, c'est que déjà lui dire, effectivement, c'était une DSP sur 12 ans, mais lorsqu'on crée une société, on ne connaît pas son actif et son passif. On est d'accord? Oui. Tout ce qui a été fait en études par Sistra, par le Conseil général, et notamment par la Chambre de commerce avec un cabinet qui était là pour faire le prévisionnel, c'était des études en prévisionnel. D'accord? On le sait tous en tant que chef d'entreprise, parce qu'il ne faut quand même pas qu'on nous fasse comprendre que nous ne savons pas compter. On est d'accord? Aujourd'hui, pour être transporteur, il faut quand même avoir des examens. C'est pas comme par avant, l'on partait à une école, en tout cas, c'est un cas, en tout cas, conduire. Allez, c'est bac plus 2, bac plus 3. Et ni Guadeloupéen en Guadeloupe, qui ni master transport. On est d'accord? Oui. Donc, tout ça pour dire quoi? Pour revenir à ce que je disais, pour dire que de toutes les manières, il y a eu des études qui ont été faites, il y a eu des prévisionnels qui ont été faits, mais ça n'a pas donné, en réalité, ce qu'on escomptait. Oui. Les entreprises ont joué le jeu parce qu'il y a eu un cahier des charges qu'il fallait obligatoirement respecter. Donc, on fait des investissements, on pris du personnel, on a créé la convention collective pour pallier aux problèmes sociaux après 2009, on a mis des véhicules neufs, on a fait un certain nombre de choses. Et il faut bien que M. Ansem comprenne. Vous avez mis la billetterie, est-ce que vous respectez? On a mis la billetterie. Que vous respectez? Que l'on respecte. D'ailleurs, on a même pris des agents. On a pris des agents pour faire des contrôles sur la billettique. Oui.
Donc, non, mais je finis. Donc, tout ça pour vous dire quoi? Pour vous dire qu'aujourd'hui, qu'on se rend compte que, de toutes les manières, si on a 11 lots et qu'il n'en reste qu'un et demi, c'est que ce n'est pas une histoire de ticket qui a coulé toutes les entreprises. Il faut bien expliquer qu'aujourd'hui, sur 11 lots, parce qu'il parle de 70 000 euros, un transporteur qui travaille toute vie pendant 40 ans, 50 ans, 60 ans, 70 000 euros, c'est ça qui n'est pas de portail? Donc, oui, je suis d'accord que le Conseil général a fait. L'estimation n'était pas suffisante à votre avis, mais est-ce que vous avez signé la convention à ce moment-là? Non, mais ce que je veux dire par là. Non, mais comme monsieur. Non, mais je finis, monsieur. Quand on parle de 70 000 euros, oui, ils ont donné 70 000 euros. Oui. Mais c'est parce qu'on a une volonté qu'on a. C'est mon capacité. Voilà, c'est des gens qui partent à la retraite et de toutes les manières, on l'a accepté parce qu'on a coup dans la réorganisation du transport et on a coup dans nos politiques. Nous sommes des jeunes bougres. Vous sortez du plateau là, c'est l'un des plus jeunes. Donc, effectivement, on a cru dans ce qui a été dit et ce qui a été marqué sur les cahiers des charges. Et aujourd'hui, on se rend compte que ce n'est pas ça. Alors, il parle aussi d'assainir la profession. Oui, c'est bien d'assainir la profession, mais en contrepartie, si on ne nous donne pas les moyens pour pouvoir développer nos entreprises, eh bien, le problème, c'est quoi? Eh bien, les entreprises, elles ferment. Aujourd'hui, c'est le résultat qu'on a. Aujourd'hui, il n'en reste que 1,5 de lot parce que les entreprises ont trop de charges, ont trop de dépenses. Il faut satisfaire les Guadeloupéens et on est là pour ça. On est en délégation de service public. Donc, il faut demander nous de faire un travail. Il faut savoir que sur certains réseaux, eh bien, l'itinéraire est déficitaire pour l'entreprise et que forcément, eh bien, il faut bien que quelqu'un paye. Et ce n'est pas le Guadeloupéen qui va payer. Ils ont demandé nous de faire un travail, nous pas fait, mais en contrepartie, ils savent qu'il y a des économies, il faut régler les balances au niveau des comptes, et des charges, des dépenses et des entrées. D'accord, M. Fléau. Alors, M. Fléau, je vous laisse parler. Je crois qu'il faut qu'on soit clair. Oui. La LOTI dit quoi? Il dit que le dépassement des usagers du département doit être assuré par le Conseil général. Et la Conseil a deux possibilités. Soit il le fait directement avec ses véhicules et ses salariés. Et j'invite à comment il s'appelle, M. Anselme, que le Conseil général prenne cette délibération, qu'il reprend tout et qu'il embauche des gens. Et qu'il va goûter un petit peu à combien ça coûte. Ce qu'on avait demandé au départ, ils n'ont jamais fait. Donc, deuxièmement, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? C'est faire sous forme de serre. Et troisièmement, de passer des conventions avec des privés. Oui. Et ce qui se fait, la plupart des départements en France et Navarre, bien qu'il y a des départements en métropole qui font leur transport eux-mêmes. Et ici, même en Guadeloupe, il y a la commune de Désirade, il assure tout ce transport avec ses cars et ses bus. Oui, tout à fait. Donc, ce n'est pas quelque chose c'est pas hors la loi, c'est la loi prévoit trois conditions. Oui. Le Conseil a opté pour la condition qui existait avant, ce n'était pas sous convention. Maintenir. Mais la chose qu'on dit, c'est que on ne peut pas faire un service public avec toutes les contraintes qu'on a, parce qu'il faut savoir, la Guadeloupe, c'est une île qui a 400 000 habitants et la population est concentrée sur certaines régions. Quand vous demandez à des entreprises de desservir des sections rurales, qu'on trouve une maison parfois qui sont déficitaires, c'est ça? Il faut le faire. Oui, oui. Il faut le faire. Et c'est déficitaire. Donc le problème, c'est qu'il faut le faire. Je prends l'exemple, si vous avez quelqu'un qui va à Campèche, oui. Vous avez une personne dans le véhicule en arrivant au bout d'un autre. Il faut aller à la pêche. Exact. Je parle de plusieurs cas comme ça. Donc le problème se passe, c'est que quand j'ai entendu le conseiller a dit qu'ils ont regroupé pour qu'on ne fasse des économies d'échelle. Mais c'est une entreprise. C'est une entreprise. Et ce qui me choque, c'est que il y a des entreprises, des gens qui ont investi dans cette entreprise et qui sont salariés. Ils sont salariés. Ouais. Et que maintenant, actuellement, qu'est-ce qui arrive, c'est que ces entreprises-là vont déposer, il y a certains qui vont déposer le bilan. Alors qu'ils font un service public. Oui. Alors, ce qui veut dire, c'est que moi, on dit qu'une commune qui sert un service public ne va jamais. J'ai fait quelqu'un fait augmenter impossible. Ouais. Mais nous faisons. Alors, ce qu'on dit maintenant, et on dit ça, on demande au Conseil général de reprendre ses affaires, d'acheter les bus qu'on a, ou bien s'il veut acheter d'autres. Mais embaucher les gens, reprendre les gens. Parce que normalement, s'il reprend, il doit reprendre les salariés. La délégation de c'est ça. Il doit reprendre les salariés. Comme ils l'ont fait, ils ont transmis certains du ménageurs à des entreprises. Mais maintenant, reprenez parce que pour eux, j'ai entendu que oui, les chauffeurs piquaient les machines. Mais ils ont mandaté un organisme pour faire un audit. L'audit a révélé qu'ils supposent qu'il y a 10% de recettes qui disparaissent. Et quand on a reçu cet audit, les mêmes entreprises ont embauché des gens pour contrôler ces chauffeurs. Et on a un accord avec les organisations salariales que si un chauffeur, on trouve qu'il a fraudé, licenciement.
D'accord. Sans négociation, et ça s'est déjà produit. Donc, je dis, c'est la malhonnêteté qu'un élu dise que oui, c'est parce que les Monsieur chauffeurs... Fléau, si vous voulez que nous puissions continuer le débat, Monsieur Fléau, Alors, monsieur attendez, oui. permettez-moi de dire que si Monsieur Fléau veut qu'on continue le débat, il doit rester courtois. Ouais, Parce que pour le moment, je suis courtois, je suis respectueux. Je suis respectueux de Monsieur Fléau. Je veux dire simplement, Bon, sur le fond, monsieur. il faut qu'il reste courtois. Autrement, Ouais, c'est pas la peine qu'on discute. Alors, permettez-moi de répondre sur plusieurs points. Oui. Le premier, Monsieur Fléau, c'est que quand on a fait l'évaluation de Sistra, quand le plan de transport a été mis en place, vous savez très bien pourquoi on n'a pas pu avoir de données chiffrées fiables. Vous savez, attendez, vous me laissez-moi parler, je vous laissez parler tranquillement. Parce que tout simplement, dans ce domaine-là, il y avait donc très peu de transparence. Je ne suis pas des services fiscaux et autres. Il y avait très peu de transparence parce que les transporteurs qui agissaient n'avaient aucune donnée chiffrée qui nous a permis de mettre en place donc un plan de transport qui s'appuyait sur ces données. On a été obligé justement, l'entreprise Sistra a été obligée de faire, d'embarquer dans les cars des personnes pour pouvoir donc avoir une estimation la plus juste possible concernant les taux de fréquentation sur tel ou tel itinéraire. Ça, c'est un premier point. Donc, voilà pour le point de départ. La deuxième chose, c'est que quand les groupements étaient mis en place, il y avait donc à la fois, on sait pertinemment, je vous l'ai dit, qu'on assurait donc des services dans le nouveau cahier des charges, il faut assurer des services dans des zones qui sont peu fréquentées, donc on sait pertinemment qu'ils sont déficitaires. Mais est-ce qu'il y a une Attendez, compensation? laissez-moi finir, on le sait pertinemment, Oui. mais on a couplé donc ces zones entreprises. déficitaires avec des zones où il y a une forte densité. Oui. Donc normalement, la compensation doit se faire et l'équilibre est trouvé. Oui. Voilà ce qui a été fait. Mais dans la pratique, qu'est-ce que c'est? C'est exactement ce qui a été fait dans la pratique. Oui. Et je reviens à ce que je disais tout à l'heure, j'insiste dessus, je n'insulte personne en disant ça, les transporteurs eux-mêmes l'ont reconnu. Il y a eu, au début de la mise en place justement de ce plan de transport, il y a eu effectivement... Un peu de triche, d'accord. Mais le problème a été réglé. Alors apparemment, après, il y a eu donc à la fois, donc, les transporteurs ont mis des contrôleurs et le Conseil général lui-même aussi a mis en place un service de contrôleurs. D'accord. Voilà, attendez, permettez-moi de continuer. Deuxième chose, quand vous dites que le Conseil général n'aide pas, je fais remarquer tout simplement que dans les prix qui sont payés par le consommateur, par le client, le Conseil général sur 1 euro paie à peu près 56 centimes. Sous quelle forme? Par des fonds alloués à l'entreprise, pour compenser le prix et qui n'est pas payé par le client directement. Juste un mot, juste sur cette question, M. Fléau. Non, Oui. vous voyez, encore une fois, les transporteurs qui étaient délégataires, au début, ils ont normalement, qu'est-ce qui était prévu? C'est que le cahier des charges, ils signent le cahier des charges et après ils font une proposition de grille de tarifs au Conseil général. Et le Conseil le valide. Quand ils ont fait leur proposition de tarifs, chaque entreprise, pour pouvoir, parce qu'ils ont su comment ça coûte, et ce qu'on avait demandé au Conseil avant de le faire, ils n'ont pas fait. Donc les transporteurs ont pris des cabinets, ils ont dit voilà, pour faire 20 bus tournés pendant une année avec tant de chauffeurs, rapidement on a eu. Donc ils ont fait un calcul, disons, avec une moyenne de clientèle que eux ils savent à peu près. Ils ont dit voilà, pour telle ligne, le prix sera tant. Le conseil a dit à ces messieurs, aux délégateurs, que c'est trop cher. Donc pratiquons les prix anciens. Et s'il y a un problème, on va voir. On va compenser. On va compenser. Est-ce qu'il y a eu compensation? Mais attendez, je viens. Donc, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que les transporteurs ont couru au Conseil général. Et il est arrivé le mouvement LKP est arrivé en 2009 parce que le vrai démarrage du plan a commencé en 2007. Et en 2009, le président, sans accord du transporteur, il a décidé de le prix qu'il pratiquait, il prend en charge 20% et le client, ils ont demandé aux entreprises de baisser leur tarif de 20% et que lui va verser les 20% manquants. Alors quand j'ai entendu que le conseil a pris en charge, mais c'est un tarif déjà qui n'était pas normal, qu'ils avaient déjà demandé au départ de revoir, et qu'ils ont le tarif, je prends l'exemple, le tarif était 1 euro, le conseil a dit écoutez, je vais prendre, après le mouvement LKP, il a signé un accord qu'il prend en charge 20 centimes sur le 1 euro, et qu'il va verser ces 20 centimes-là aux transporteurs sous présentation de ticket qu'ils ont vendu et qu'eux ils gèrent directement par un logiciel qu'ils ont. Donc vous voyez encore, quand je viens de dire qu'il y a la malhonnêteté, je dis que c'est pas normal, on ne peut pas dire ça à la population parce qu'il n'y a rien qui a été fait, c'est que
C'est comme s'ils n'avaient pas pris d'engagement avec le KP, les usagers auraient payé leur 1 euro d'habitude. Alors, juste une question technique et même pratique, parce qu'il y a des gens qui nous regardent et qui ont envie de savoir. Le tarif aujourd'hui appliqué a été revu depuis quelle année? Ça, il y a le tarif que les Quand vous appliquez aujourd'hui, par exemple, un bassin au point appliqué aujourd'hui coûte combien, Moula? Un bassin au point Ça appliqué. coûte 4,80 €, comme ça. Oui. Mais le problème, c'est qu'il y a des entreprises aujourd'hui, depuis 2006, qui n'ont pas atteint leur tarif. D'accord. On est en 2013. Signé. Le tarif prévu qu'ils ont signé avec eux. Alors, je pose la question à monsieur Ansem, pourquoi? Pourquoi les tarifs prévus, signés, n'ont pas été appliqués concrètement sur le terrain? Moi, j'entends une affirmation là. Moi, je sais que les tarifs. Non, je vous pose la question. Non, je vous dis, les tarifs, parce que je vous ai dit que le Conseil général verse une compensation, justement, sur. De 20%, c'est ça? De 20%, sur les tarifs, le prix des tarifs, de 20%. Mais ils disent que les tarifs appliqués ne sont pas les tarifs qui devraient être appliqués. Ah oui, mais conventionnés. Attendez, chacun dit sa vérité. Oui. Mais moi, je vous dis que le Conseil général compense pour que justement le consommateur ne puisse pas payer le plein tarif. Oui. Parce que vous avez deux interlocuteurs, vous avez au bout de la chaîne, vous avez le consommateur. Le consommateur, mais le de l'autre client. côté, vous avez le transporteur. Alors, à qui profite l'argent versé par le Conseil général réellement? Je veux dire, est-ce Il va que directement dans la caisse du transporteur? C'est Directement, dans la caisse du transporteur. Alors, Puisque le contribuable ne le paie Pas pas. tout le monde a fait. Non, mais alors, moi, ce que je vais dire, parce que bon, monsieur Ansem dit des choses, il faut quand même qu'on réponde. par rapport Oui, à ce bien qu'il sûr, dit. on est là pour Moi, ça. quand il me parle de. Enfin, déjà, il me parle de données chiffrées. Il n'y a pas eu de données chiffrées au début de la réorganisation. Mais on sait tous pourquoi. Pourquoi il n'y a pas de données chiffrées? Le Conseil général, c'est lui qui gère le transport. Comment le transport était fait? Il ne pouvait pas avoir de données chiffrées, il le savait, le Conseil général. C'est les entrepreneurs individuels qui le Oui, faisaient. mais dans quelles conditions, monsieur Ansem, que le transport se faisait à l'époque? C'est ça qu'il faut regarder. Non, mais si vous voulez. Non, on peut- non, permettez-moi simplement de vous dire, Oui. que ce soit une entreprise, un groupement, que ce soit une entreprise individuelle, attendez, une entreprise individuelle, vous transportez aujourd'hui tant de passagers, vous savez tant de passagers, tant d'argent est rentré dans votre caisse. Vu le nombre de passagers transportés, Vous savez- que vous soyez individuel, que vous soyez groupement, Non, mais vous savez- non, mais la biotique le dit. Vous savez quelque chose, monsieur Ansem, parce qu'à cette époque-là, peut-être que j'étais encore jeune, même la différence qu'il y a entre vous et moi, c'est que moi, depuis quand je suis né, je suis dans le transport avec mon père. Mais j'en ai pris aussi. Ah ben d'accord. J'en ai pris. Alors ça veut dire par là qu'à l'époque de Quilin, je sais exactement de quoi je parle quand on dit dans quelles conditions que le transport était. Vous savez bien dans quelles conditions fonctionnait. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, quand il parle de compensation, pour moi ce n'est pas une compensation. Je prends un exemple qui est simple, pas parce que M. Ansem dit. Si le prix du passage coûtait 2 €, après le KP, le Conseil général décide de prendre 20% sur 2 €. Donc c'est ces 20%-là qui donnent aux entreprises. Ce n'est pas une compensation de recettes, je suis désolé. Le tarif a baissé. Le tarif a baissé de 20% pour les usagers, mais comme les entreprises, c'était pas prévu, il est dans l'obligation de donner aux entreprises ces 20%. Donc, il a pris 20%, je finis, il a pris 20% pour faire plaisir aux usagers de leur entreprise. C'est très bien, il n'y a pas de problème, mais il faut bien qu'ils remboursent ces 20%-là aux entreprises. Et c'est ce que M. Ansem dit. Donc en fait, il aurait fallu 40%. Ce n'est pas une compensation. Pour moi, une compensation de recettes, c'est que lorsque je vous donne un exemple qui est simple. Oui. Parce qu'on parle devant des Guadeloupéens, il faut comprendre quand nous a dit. Oui, c'est ça, justement. Pour moi, l'exemple, c'est ça. Aujourd'hui, un véhicule qui fait Pointe-à-Pitre de Basse-Terre, s'il doit faire 300 € pour un aller-retour, le gars, quand il a fait sa journée, il a fait 150 €, il manque 150 € Dans pour sa qu'il caisse, ouais. puisse payer ses charges. Donc ça veut dire qu'on est en délégation de service public. Si il lui manque 150 €, il faut que le Conseil général lui donne 150 €. Par contre, je dis, s'il a fait 400 €, le Conseil général n'a pas lui donné 150 €. C'est ce qu'on dit. Alors la réalité, c'est quoi? C'est 150 La € ou réalité- 400? Non, mais ce que je veux dire par là, monsieur Zandonis, je veux dire par là que sur les trafics où c'est lucratif, on ne demande pas de compensation recette. D'accord. Mais sur les endroits où c'est pas Déficitaire, ou c'est déficitaire, vous demandez une forcément. compensation? Alors je tiens à dire une chose avant de donner la parole, c'est que contrairement à une pharmacie ou une boulangerie, une entreprise de transport, elle doit avoir tout le temps des capitaux propres positifs. Oui, C'est-à-dire que les jours où ils déficitaires, il y en a rien. la DDR a dit qu'on s'abonne des automates, entreprises déficitaires, normalement, par rapport à la loi, on est obligé de arrêter. C'est soit ils ont renforcé le capital là, ou soit ils ont organisé les autres. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas se permettre de travailler au-dessous du revient. Et ça, c'est la loi. C'est clair. D'accord. Ok. Alors, sur cette question, c'est une question sensible, Permettez-moi c'est une juste question d'ajouter, financière. Au-delà, Oui. au-delà du prix, je vais ajouter quand même quelque chose d'un éclairage. Au-delà de la compensation concernant le prix, nous versons justement au groupement ce qu'on appelle des suggestions de services publics. Vous êtes d'accord? Mais tout ça, c'est. Et nous Attendez, versons aussi monsieur donc Féo.
des acomptes d'augmentation. Voilà. C'est Donc, des acomptes, mais vous ne pouvez pas après. Non, bon. C'est Fléau? Non, je crois qu'il faut qu'on... C'est vrai, je suis un petit peu surpris de la réaction du Conseil général. Quand j'ai entendu qu'on ne savait pas, écoutez, il y a eu un plan qui est fait, qui disait combien de kilomètres annuels que chaque entreprise va faire, combien de véhicules il faut mettre, donc combien de salariés, ça débouche combien de salariés. Donc, en transport, là, j'ai fait une formation en transport et il y a un examen qu'on passe, qu'on nous donne. On nous dit, voilà, un véhicule va faire 1000 km, il y aura tant salariés, il y a tant d'arrêts, combien ça va lui coûter. Et ce qu'on a demandé au Conseil général, quand le CISRA a fait son plan, et le CISRA avait dans sa compétence de le faire. On n'a pas demandé combien on va faire, combien ça va coûter. Et je dis, messieurs, écoutez-nous bien les Guadeloupéens. Quand j'ai entendu le Conseil général a dit, c'est pas possible qu'on fait un plan. C'est comme si on fait un cas ou pour qu'on ait commencé à coûter. C'est ça que vous veut faire comprendre Guadeloupéens. Ou font un plan de transport, vous savez très bien que combien de kilomètres qui va être fait en Guadeloupe par chaque entreprise. Avec le CISRA a mis dans combien de véhicules il faut mettre et combien de l'amplitude horaire. Comme les salariés, c'est heures de travail, donc il suffit que vous faites ça rentrer dans une machine. Et moi, personnellement, je peux le faire. Si le conseiller ne pouvait pas, il aurait dû me passer un marché, je l'aurais fait pour lui. Et on aurait trouvé combien ça coûte pour l'année. Combien ça coûte. Et le contrat qu'on parle, c'est quoi? C'est que évaluer combien ça coûte, il y aurait peut-être un débat. Consensus, ça coûte 1 million d'euros, je prends un chiffre comme ça. Et comme le conseil a le contrôle sur les recettes, on fait 900 000 euros, on voit tout de suite le déficit, d'accord? Donc, et ça se passe en Martinique, oui. Mais c'est qu'en Guadeloupe, ça ne se passe pas. Ça se passe en métropole, partout, c'est que le département de la Guadeloupe, qu'il y a des contrats avec ces périls, et j'entends dire qu'on compense, alors que ils n'ont jamais accepté le prix des organismes, des entreprises, ils n'ont jamais accepté les prix des tickets. Ils ont dit de revoir parce que c'est trop cher pour la population. Ils n'ont pas dit qu'ils compensent, c'est trop cher. Et LKP fait un mouvement. Ils disent que je prends en charge pour les usagers 20%, et maintenant ils disent qu'il a donné aux transporteurs. Messieurs, écoutez, nous sommes, comme dit M. Moula, maintenant il n'y a plus la même génération de transporteurs. Il n'y a plus la même génération. Mettez ça bien en tête, monsieur. Il n'y a plus la même génération. Sachez bien ce que vous dites aux transporteurs et sachez bien ce que vous faites. Nous vous disons, actuellement, on a pris la décision, vous reprenez, vous embauchez des salariés. C'est une proposition, une décision qui est prise. Mais si ça ne bouge pas, c'est ça. Et pardon, monsieur Fléau, et c'est très simple, hein. Écoutez, comme vous avez envie justement que le Conseil général prenne en charge justement le transport et vous rachetez les bus, vous posez votre candidature, vous arrangez pour être président du Conseil général et vous allez vous assurer comme ça. Si vous pensez que ce que nous faisons, nous, n'est pas correct. Mais vous tirez vous le prenez, attendez, vous le prenez, vous le faites comme ça. Parce que vous le voulez. Non, on va revenir. Non, mais je vous dis simplement, parce que vous êtes en train de dire sans arrêt que le Conseil général va reprendre ses bus. Le Conseil général n'a pas de bus. Le Conseil général n'a pas de bus, monsieur. Mais non, mais c'est peut-être votre volonté. Monsieur Fléau, le Conseil général n'a pas de bus. Le Conseil général a confié, ça vous devez le comprendre, le Conseil a confié une DSP, une délégation de service public, à des transporteurs qui doivent les assumer. Je vais poser une question un petit peu plus large. Est-ce que vous avez le sentiment que ça fonctionne bien? Eh bien, tout un chacun a le sentiment, mais pourquoi faut-il... Au niveau du Conseil général, est-ce que vous avez le sentiment que la délégation de service public a accordé aux transporteurs, en fait, le plan de réorganisation lancé il y a quelques années? Est-ce qu'aujourd'hui, si on fait le bilan, vous avez le sentiment que ça fonctionne comme il faudrait, ou alors il y a encore des, on va dire, des réglages à mettre en place? Je vais vous dire très clairement que, de toute manière, personne n'espérait que le plan de transport serait un aboutissement parfait dans l'immédiat. D'accord. Il y a inévitablement et effectivement des choses à voir. Mais je vais dire aussi, et il faut qu'on l'entende, on ne peut pas dire simplement que le Conseil général est responsable de tous les maux du transport. Ça, je ne me renonce à l'entendre dire. Je ne veux pas l'entendre dire, tout simplement parce que les transporteurs, je l'ai dit tout à l'heure, pour comment les choses se sont enclenchées dès le départ. Mais je dis aussi, aujourd'hui, quand des responsables se font à l'intérieur d'un groupement de la concurrence, alors qu'on ne devrait pas le faire. Je parle de personnes qui sont, certains justement, qui bénéficient justement de plus de circuits que d'autres.
à l'intérieur même du groupement. Oui. Donc, je veux dire qu'il y a des dysfonctionnements dans les Et ça peut pas être groupements, résolu, mais ça ce n'est peut pas pas le être- conseil général qui est responsable du fonctionnement On va interne. Attendez, permettez-moi. Oui, je vous laisse parler. Donc, ce n'est pas le conseil général qui est responsable du fonctionnement à l'intérieur du groupement. Après, il s'agit de la capacité de gérer correctement ces groupements, la capacité d'avoir une projection sur l'avenir, d'avoir donc un processus d'investissement, faire en sorte justement que la gestion soit la plus fine possible. Bon, naturellement, ce sont des groupements qui sont jeunes, beaucoup d'entre eux, puisque ce sont des personnes qui fonctionnaient, les entrepreneurs fonctionnaient en individuel. Aujourd'hui, ils fonctionnent en groupement. Donc ça pose effectivement quelques difficultés. Mais ce que je ne veux pas entendre, c'est qu'on a l'impression que simplement le Conseil général doit prendre l'argent des contribuables et puis les donner aux transporteurs. C'est pas ça. On ne peut pas aller dans ce sens-là. Ok. C'est tout. Oui, Moula. Alors, moi, ce que je vais dire à M. Anselme sur ça, en fait, pour nous, quand il dit que le Conseil général n'est pas responsable, Il n'est pas qu'on n'est pas responsable, on n'est pas le seul responsable. le seul de la responsable. responsabilité. Je peux bien comprendre ce qu'il dit, mais aujourd'hui, notre souci, le problème qu'il y a dans les groupements, c'est pas un problème. Notre problème aujourd'hui, c'est quoi? C'est qu'on dit qu'on a des entreprises. Oui, d'accord, il y a des gens qui n'étaient pas habitués à gérer des groupements, qui gèrent des groupements, mais aujourd'hui, on a des comptables, on a des commissaires aux comptes, on a des conseillers juridiques, on a tout ce qu'il faut qui nous encadre sur ça. Et quand on fait des études et qu'on leur demande, voilà, on a tel problème par là, on a tel problème par là, ils nous disent, mais monsieur, c'est simple. Aujourd'hui, votre coût de production est plus important que votre prix de vente. Il y a un souci. Oui. Donc, c'est ce que je veux dire à M. Anselme. C'est la question de ce Alors, déficit, moi, c'est ça. mais je finis, M. Anselme. Ce que moi, je vais expliquer à M. Laisse pas Anselme. Nous, on est affilié à un syndicat national qui s'appelle l'UNOSTRA Métropole. Une fois par mois, ils vont au ministère discuter du transport avec le ministère du Transport. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, on avait créé une commission ad hoc avec le Conseil général. Oui. Qu'est-ce qu'ils ont fait de cette commission ad hoc? On n'a même pas eu un PV de cette commission ad hoc. Donc, tout ce qu'on veut dire aujourd'hui, je comprends ce qu'il dit, M. Anselme. On n'est pas là pour se déchirer. Ce qu'on veut dire, c'est qu'on est fatigué, qu'on nous prenne pour des rigolos au niveau des élus. On veut aujourd'hui que le Conseil général, que le comité d'agglo, que toutes les collectivités comprennent qu'aujourd'hui, ce sont des chefs d'entreprise qui gèrent leur entreprise et qu'ils ont des obligations de résultat parce qu'ils ont des salariés derrière, ils ont des investissements derrière. Donc, non, mais pour finir, ce que je veux dire par là, donc arrêtons. Le transport, c'est nous qui le connaissons. On connaît ce qu'il y a lieu de faire. Faudrait-il qu'on nous prenne au sérieux et qu'on nous écoute et qu'on prenne compte de ce qu'on nous dit et qu'on ne veut pas faire des économies d'échelle chaque fois. Vous avez le sentiment, premièrement, de ne pas être écouté. Alors moi, il y a une question centrale que je vous posais. J'ai posé une à M. Anselme. Est-ce qu'aujourd'hui, être transporteur, on peut bien vivre de son métier en Guadeloupe? Fléau ou Moula? Enfin, moi je vous dis, c'est que je vous dis que le transport interurbain en général, Oui. et même en métropole, Oui. c'est déficitaire. C'est un service public. D'accord, oui. Donc le problème qui se passe, c'est que le conseil n'a vraiment pas compris ça. Il parle de oui, on a piqué l'argent en caisse. Mais je donne un exemple. Dans la commission ad hoc, le système a fait, nous on a apporté des choses pour pouvoir ne pas, comme il dit, prendre l'argent des contribuables, que je suis aussi contribuable, pour mettre dans le transport. On a dit pour pouvoir ramener les gens vers le transport interurbain, de façon qu'il y ait plus de clients. Mettez en place des couloirs réservés aux bus à l'approche des agglomérations. C'est dans le projet. Qu'est-ce qu'ils ont fait de ça? Voilà quelque chose. Hein? D'accord. Et c'est dans le projet. Mais Martinique n'avait pas. Il a commencé après nous, il a déjà pu mettre. Il est plus concentré que nous, hein, dans la région Foyales. Donc, ce que je dis, non, laissez-moi parler. Laissez-moi. Il faut me laisser parler, monsieur. Mais Il faut me laisser parler. Le problème qui se passe, c'est que vous n'étiez pas là. Vous avez même dit que vous n'étiez pas là dans la commission ad hoc. J'ai travaillé 2 ans dans la commission ad hoc pour mettre en place ce truc. Je sais tout ce qui a été décidé et je l'ai chez moi et vous l'avez chez vous. Donc, tout ça qui a été décidé, c'est ça. C'est des choses pour pouvoir améliorer, pour que quelqu'un qui va travailler, il voit que le bus, à un moment, arrive avant lui. C'est ça qu'on souhaite. Et je dis, si ça se passe en Guadeloupe, ça va inciter les gens à venir vers le transport interurbain. Oui. Et ça va permettre que les entreprises soient rentables. Oui. Soient rentables parce que pourquoi? Nous c'est pas ça que nous attendons. Nous n'avons pas de subventions. Nous voulons que nous pouvons payer nos charges. Respecter le cahier des charges et payer les charges. On respecte le cahier des charges. Vous nous dites de mettre 20 véhicules à un intervalle de 5 minutes. Il y a des gens qui ont dit dernièrement, le conseil normalement, c'est lui qui doit mettre les abribus. Des gens nous disent ça dans l'abribus, il n'y a même pas des horaires, il n'y a rien du tout. Les gens sont là, les abribus sont tous sales, enfin. Donc, le problème c'est que nous avons peut-être des choses à faire, mais ce n'est pas nous, nous sommes là pour mettre des véhicules. On a vu les véhicules, vous avez vu les véhicules, le parc a changé. Bien sûr, Le parc a changé. Il y a des véhicules climatisés et tout. Oui, donc, qu'est-ce qu'on veut? On veut une incitation du Conseil général pour faire venir les gens vers le transport collectif, et en plus, que le Conseil général
nous assure, parce que c'est interdit, normalement, comme ça, il doit être condamné. On ne doit pas passer une négation physique à une entreprise et pour qu'il soit à perte. Il doit au moins s'assurer qu'il paie ses charges. Bien. Et on va le démontrer au Conseil général. D'accord. Monsieur Alors, Ansel, je peux après Monsieur voilà. Moula, parce que j'ai une question. Alors, oui. Monsieur Fléau. Juste une question avant. Oui. Qu'est devenue la commission ad hoc? Alors, justement, j'allais répondre parce que nous avons mis en place la commission ad hoc. C'est moi-même qui ai présidé à la plupart des réunions. On en a eu au moins 9, si je ne me trompe pas. Bon. Parce que M. Fléau dit rien n'a été fait. Mais moi, je vais dire simplement une chose. Et bon, ça concerne le deuxième plateau. Oui. Par exemple, concernant les transports scolaires. On va en parler tout à Non, l'heure. mais je vais justement donner l'exemple. C'était parce que la commission ad hoc ne concernait pas uniquement le transport interurbain, bien sûr. concernait aussi le transport scolaire. Bien sûr. Donc c'est pour dire un exemple comme ça parmi tant d'autres. Le Conseil général a pris en charge les 100%, prend en charge les 100% justement d'allocation versée aux transporteurs. Pourquoi? Parce qu'on se rendait compte justement que les AO2 ne traînaient un peu les pieds pour payer pour certains d'entre eux. Et que par conséquent, pour garantir justement des revenus aux transporteurs, le Conseil général, quitte à ce qu'il se retourne vers les AO2, il a donc mis en place un dispositif pour que les 100% soient réglés. Pour prendre un exemple, la commission ad hoc, quand on dit la commission ad hoc n'a abouti à rien, on dit que non. Il y a une charte aussi qui n'est pas appliquée, mais nous avons abouti à une charte que nous avons signée. Mais dans la charte, il n'y a pas que le Conseil général pour faire appliquer cette charte-là. Il y a les transporteurs qui devaient donc s'équiper, former leurs chauffeurs, qu'ils aient de bonnes manières, etc., que les parents d'élèves soient impliqués. Bref, c'est pourquoi je dis que c'est un effort, attendez, c'est un effort collectif. Oui. Je reviens sur le problème des cars et des bus. Qu'est-ce qui se passe? Il y a eu des bus, des groupements qui ont fait des efforts et qui ont rendu, parce que quand on me dit que le Conseil général doit rendre attractif, je dis que non. L'entreprise, en se gérant, certaines entreprises ont mis en place un système de bus correct, et donc ces bus-là étant attractifs, les passagers viennent dans ces bus-là. Mais à l'inverse, moi j'en connais, je ne vais pas en citer, nous ne sommes pas là pour ça ce soir, mais je veux dire qu'il en connaît aussi des groupements qui ont des bus de très mauvaise qualité, où nous-mêmes, Conseil général, on a déjà fait des descentes pour leur imposer de... Excusez-moi, dans votre commune. Attendez, donc je veux dire que attendez, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a aussi la politique d'investissement même du groupement qui fait que dès le départ, certains n'ont pas joué le jeu pour de multiples raisons. Beaucoup d'entre eux n'ont pas joué le jeu. Donc je veux dire par là qu'il est facile aujourd'hui de venir le Conseil général, mais il y a aussi qu'au niveau des groupements eux-mêmes, il y a eu certains qui ont eu la capacité, même si vous êtes équipés, vous êtes organisés aujourd'hui un peu mieux que hier, mais il y a des déficiences qui ne datent pas d'aujourd'hui, qui datent d'hier et qui sont portées aujourd'hui. Donc je veux dire par là que même si vous avez pour certains groupements pu vous organiser aujourd'hui, mais il y en a d'autres qui ne l'ont pas fait depuis le départ, ils n'ont toujours pas fait aujourd'hui. Alors, la réalité, monsieur Anselme, c'est que les transporteurs qui sont sur ce plateau, et même ceux qui sont devant leur télévision ce soir, se disent que la profession devient de plus en plus problématique, il devient de plus en plus difficile d'être transporteur, et qu'on va vers un blocage, parce que visiblement, si les transporteurs n'arrivent pas à vivre de leur profession, si la situation empire, on va arriver, et j'espère que ce ne sera pas le cas, mais je parle là de façon prévisionnelle, puisque nous allons vers des élections dans quelques mois, on va se retrouver dans une situation compliquée pour tous les élus, dans la mesure où le client lambda va se retrouver sans bus, parce que, Willy Moula le disait, c'était en boutade, mais il se trouve bien que les entreprises vont déposer des bilans. Et si déposer le bilan, et si ça continue, les choses vont empirer. Alors, est-ce qu'il n'y a pas des mesures d'urgence à prendre aujourd'hui, puisque vous êtes là au sein de l'Assemblée? Est-ce qu'il ne va falloir pas réouvrir le dossier des transporteurs, reconvoquer tout le monde? Je ne dis pas reprendre le plan de restructuration, mais au moins trouver une façon pour amoindrir les problèmes qui se posent. C'est la question. De toute manière, il est toujours difficile de faire vivre un plan de transport et pour l'amener justement à avoir des résultats positifs immédiatement. C'est clair. Donc, vous avez dit 12 ans. Bon. On a mis 12 ans pour qu'ils puissent, voilà. Oui. Nous avons dit, on a dit avec les transporteurs, on a été d'accord pour le faire. Pour dire que dans 12 ans, ils vont le faire. Oui. Bon.
Mais, parce que je veux dire que ce n'est pas une décision unilatérale du Conseil général, c'est une décision justement collégiale. Bon, ça c'est le premier point. La deuxième chose, c'est que je veux dire, aujourd'hui, il est quand même très facile de dire que le Conseil général, là aujourd'hui, va récupérer tous les problèmes de gestion qu'il y a eu à l'intérieur des groupements. Je vous ai bien dit qu'il y a des groupements qui fonctionnent correctement. Il y en a qui fonctionnent correctement. Pourquoi ils fonctionnent correctement ceux-là? Parce qu'ils ont eu des circuits plus faciles, plus rentables? Non. Parce que tous les circuits dans tous les groupements ont été faits, je vous ai dit tout à l'heure, avec un équilibre. Avec compensation, d'accord. Non, avec une recherche d'équilibre, avec des circuits non rentables et des circuits rentables. Oui, alors, Willy Moula d'abord. Pour répondre il nous reste 5 minutes avant la pause. Sur ça. Oui, 5 minutes avant la pause. Pour répondre à M. Ansem sur ça, le problème c'est ça. La problématique de nos élus, c'est ça. Ils mélangent tout. Comment voulez-vous comparer une entreprise qui a une axe qui a dans une agglomération 80 000 habitants, 80 000 habitants et quelqu'un. Alors, il parlait 18 000 habitants. Tout à l'heure, il parlait d'entreprises qui ont des véhicules vétustes. Déjà, à la base, quand ils ont donné les subventions pour démarrer, ils ont donné tout le monde le même montant. Chose qui n'est pas normale. Ils n'ont pas la même taille financièrement parlant. Ça, c'est le premier problème. La deuxième chose, c'est qu'il y a des entreprises qui ont un marché où ils n'ont pas beaucoup d'habitants. Et il y en a d'autres qui en ont. Et qui font plusieurs kilomètres. Donc, ça veut dire. Alors, il y a un déséquilibre. Pour expliquer aux Guadeloupéens. Ou non voici, qu'à partir de la pointe, qu'à Basté. Ou non voici, qu'à partir de la pointe, qu'à Saint-François. Qui m'a dit plus sur eux? Voici, qu'à Basté là. Donc, c'est notre problématique, c'est ça. Monsieur Moula, c'est très simple. C'est pas vrai. Non, mais je finis. Ça, c'est pas vrai. Mais je vais vous démontrer ça par des calculs. Je vais vous démontrer ça par des calculs. Non, mais je vous explique. On ne s'entend pas. Laissez-le terminer. Vous avez Je termine, Charlie. Ce que je veux expliquer à M. Ansem, c'est qu'aujourd'hui, ce n'est pas nous qui disons. On a des commissaires au compte. Donc, c'est comptable qui a menti alors. C'est commissaire au compte qui a menti. Alors moi, ce que je dis aujourd'hui devant le micro, c'est que j'invite ces entreprises-là à afficher leurs résultats comptables. Et comme ça, nous que savent. C'est ça que moi, je veux qu'on prenne conscience de ça. J'apporte juste une petite réponse. Très courte. 2 minutes, parce qu'on va conclure là. Monsieur Moula, quand vous prenez l'exemple justement d'un car qui va de tel endroit à tel endroit, vous savez bien qu'il y a des lignes différentes. Vous savez bien qu'il y a d'un direct. Il y a des directs, il y a des lignes dans certaines zones. Attendez, vous savez bien qu'il y a un certain nombre, les groupements, ils sont sur un territoire géographique. Oui. Donc, ils circulent à l'intérieur du territoire géographique. Oui. Donc, je veux dire que dans chacun des groupements, ça se passe comme ça. Donc, je veux dire par là, ne me dites pas qu'un transporteur va sortir de tel endroit à tel endroit, parce qu'il circule dans le groupement. Il nous reste. Oui, vraiment 2 secondes. Willy Moula, 2 secondes. Un véhicule qui sort sur le groupement du Moule Point d'Appel, et celui qui fait Pointe-Noire-Bastère. Ils auront les mêmes dépenses, les mêmes charges. Non, mais c'est ça que je vous dis. Non, mais je vous dis aussi, je vous dis la compensation est différente aussi. On ne parle pas de compensation, pas ni ça. Ça va pas exister. Bien, messieurs. Alors, on arrive à la fin de cette première partie. Je voulais juste vous poser une question générale, parce qu'on a beaucoup parlé, la question du tramway. Pour vous, comment vous, en tant que transporteur, vous l'abordez? Rapidement, on va pas faire un débat, mais non, c'est pas un débat. Moi, je dis, comme c'est les élections qui approchent. Oui. Tout est permis? Tout est permis de dire n'importe quoi, mais la chose que je dis, c'est pour 11 km. Et la Guadeloupe, il n'y a pas que 11 km qui est habité. Et moi, je dis que le tramway, il faut pouvoir l'alimenter en électricité et il faut pouvoir assurer son entretien. D'accord. Monsieur Anselme, c'est Cap Excellence. Par ici, il y avait le Cap Excellence qui était invité. Qui était invité, qui n'est pas là, qui n'est pas venu. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, en tant que citoyen guadeloupéen? Citoyen guadeloupéen. Alors, en tant que citoyen guadeloupéen, je pense que si, effectivement, dès le départ, ça avait été justement sur cette configuration-là, et que les transporteurs étaient prêts, effectivement, à mon avis, à jouer le jeu en étant des actionnaires de cette affaire-là, peut-être que ça marcherait plus facilement. Vous pensez, et on conclut dessus, on s'arrête dessus, vous pensez que c'est une menace pour les transporteurs, le tramway, si jamais réellement il se mettait en place? Non. Vous savez, dans tous les pays qui se développent, même vous avez en métropole, il y a le tramway, il y a le métro. Bien sûr, il y a le bus. Le problème, c'est que moi, ce que je dis, c'est que ça va engager une forte mobilisation financière, et qu'on a un secteur, un moyen de transport qui existe, et on n'a pas encore épuisé
financer tous Tous ces ces moyens. possibilités. Et en plus, n'oubliez pas, c'est 11 km de 3,5. Et que la Guadeloupe, c'est pas, les gens ne sont pas logés sur ces 11 km seulement. D'accord. Donc, c'est Je ce que note simplement que vous êtes optimiste, monsieur Fleurot. Bien, Je messieurs. note que vous êtes optimiste, et c'est très bien. Je vous remercie d'être venus à cette première partie du débat. On se retrouve tout à l'heure après la page pub, puisqu'on va parler non plus seulement du transport urbain, mais du transport scolaire, où là aussi, Parce que les les deux problèmes sont sont aussi deux sont aigus. À tout à l'heure, on se retrouve pour la deuxième partie de ce débat.